Bienvenue sur le podcast. Un jour, je me suis rendu compte qu'avec mes potes, j'aimais parler de tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai décidé de lancer ce podcast. Le mot podcast, il est dur à dire, c'est une dinguerie. Bienvenue sur le podcast. Un jour, je me suis rendu compte que ce que je kiffais avec mes potes, c'est qu'on parlait de tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai décidé de lancer ce podcast. Comme ça, on parle de tout et n'importe quoi ensemble et on en débat. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Je suis accompagné de Sancho. Sancho, présente-toi. Qui es-tu ? Sancho, de mon vrai nom Antoine. Je fais des études de droit, espagnol, latino-américain, tout ça. Et je suis le meilleur pote et colloque de Lilian, ici présent, le présentateur. Merveilleux. J'ai travaillé un peu, j'ai pris des notes, j'ai plusieurs sujets sur lesquels parler. C'est son année. Si je te dis Entomos plante, est-ce que ça te dit quelque chose ? En fait, je vais pas mentir, j'ai vu la PP. T'as triché, ok. Oui, mais. Donc Du coup, je vois que c'est. Ouais, Du coup, c'est qui ? C'est un mec sur Insta. Je crois qu'il fait des trucs sur. Je crois sur le voyage ou des trucs comme ça, non ? Rien à voir. C'est incroyable. Non, mais Mais c'est bien, du coup, t'as triché, mais t'as mal triché. Ouais, mais parce que la PP me fait penser à un autre bout. Mais c'est pas grave. Écoute, je vais te présenter Entomos plante. Donc, voilà son Insta, je mettrai sûrement au montage. Donc c'est un mec, en fait, il plante des arbres et il fait des vidéos, du coup j'ai écrit nul. Il fait des vidéos où il plante des arbres et donc dans sa bio il dit que c'est un professionnel du plantage d'arbres. Okay. Et il se vante d'avoir planté 1 500 000 arbres dans sa vie. Et il a un world record de le plus d'arbres plantés en 1 heure par une seule personne, je crois. Donc ça va, flex un peu. Ok. Du coup il est à Vancouver au Canada, dans la campagne de Vancouver du coup. Est-ce que tu connais du coup, maintenant que tu sais que c'est ce mec-là ? Ça me dit un truc, mais je me pose la question, est-ce que c'est le mec dont tu m'as envoyé un réel il y a quelques jours ? Très probablement. Parce que quand je l'ai vu, j'en voyais à beaucoup de monde. Ouais, mais du coup c'est ça. En gros, pour donner la référence, en gros c'est le réel en question. Le mec dit justement, si vous vous abonnez à moi, je plante un arbre pour chaque abonnement. C'est pas lui, nickel. Mais ça, c'est le 3e sujet. Ok, donc ça c'est va. bon. Non, ce mec-là, du coup, c'est un Canadien et il fait des vues de malade mental. Il a percé de fou malade. Genre, il fait. Là, tu vois, il y a 1 900 000 likes, mais genre, il fait des vues de fou. Et en fait, il fait des vidéos où juste il plante des arbres. Mais genre, il plante beaucoup des arbres. Et du coup, il se présente un peu comme genre un héros qui sauve la déforestation, tu vois. Genre, dans sa bio, il y a 1 500 000 arbres plantés. Et dans ses commentaires, tout le monde est là en mode c'est une dinguerie. Il y a un mec qui a dit il lutte seul contre la déforestation. Genre, en gros, tout le monde le sauce de fou parce que c'est stylé à voir. Genre, le mec, juste, il plante des arbres, mais c'est trop bien. Et des fois, il fait genre des avant-après. Sa vidéo qui a le plus percé, c'est ça, c'est un avant-après où. En gros, c'est quelqu'un qui lui demande est-ce que tes arbres ils poussent bien. Et du coup, il met un avant-après où tu vois que en gros, c'était un champ de bataille le truc. Et maintenant, il y a des trucs qui poussent et tout. Du coup, c'est stylé. Oui, effectivement. Non, en vrai, c'est fort. En fait, surtout qu'il le fait tout seul, là, genre un groupe avec qui il le fait. Genre, j'imagine, il plante pas une forêt tout seul. Non, bah en fait, c'est son taf. Ok. Oui, je pense qu'il y a d'autres personnes, mais lui, il a un compte Insta, il se filme et tout, tu vois. Donc c'est stylé, il a percé de fou et tout. Même il met la lumière sur un truc comme ça, je pense que ça peut être en plus accessible. Ouais, en vrai, oui, c'est cool. Genre, en soi, planter des arbres, c'est pas méga dur, c'est juste vas-y, tranquille, personne est en train de le faire, tu vois. Et du coup, en voyant ça, moi, je me dis, est-ce que, genre, vas-y, tranquille, ça prend une après-midi, j'achète, je sais pas, 30 pouces, je plante 30 arbres quelque part, c'est stylé, tu vois. Ouais, en vrai de vrai c'est possible, mais le truc c'est qu'il y a une différence, c'est que lui il le fait avec genre l'autorisation genre de la ville ou etc. Et ça je pense c'est plus chiant à faire. Ouais, mais c'est son taf. Et même si genre, comment dire, sinon bon, on voudrait le faire, c'est plus chaud, parce qu'en vrai de vrai, genre tranquille on peut pas le faire en total indé. Parce que sinon la ville elle va qu'en faire bon les frères. Oui. Bon après tranquille, son niveau il est juste pas atteignable parce que oui, bien sûr. Mais du coup oui, parce qu'il y a un mais. Il se trouve que c'est son taf. Et en fait, son taf, il est pas bien, finalement. Genre. Il m'a eu. Il a fait un building dans mon cerveau. Non, mais en vrai, c'est de fou. Quand j'ai vu, j'ai liké de fou, j'ai envoyé à des gens et tout, j'ai regardé les commentaires, j'ai kiffé de fou. Le move est trop stylé. Pas tant que ça. C'est du greenwashing. Du coup, j'ai regardé. Non, même pas.
c'est peut-être encore pire que ça. Ouais, d'accord, tu des enfants à côté. Non, mais en gros, tu vois, j'ai regardé les commentaires et tout, je me dis, ouais, trop stylé, tu sais, je descends les commentaires, je regarde plein de vidéos et tout, et là je vois, c'est un escroc. Mais c'est pas un escroc comme tu le penses. En gros, donc son compte, c'est un zoom sur lui qui plante des arbres. Sauf qu'en fait, c'est son taf, donc c'est un membre actif de l'industrie forestière. C'est pas l'intitulé du taf, mais genre, il bosse dans l'industrie forestière. Et il se trouve que du coup, en fait, à long terme, il plante des arbres. Sauf qu'en fait, c'est pas des forêts qui plantent, c'est des usines à production. Ouais, ça. Donc en fait, il plante des arbres en masse pour couper en masse. Et sauf qu'il est grave pas clair sur les raisons de ce qu'il fait, tu vois. Ouais, dans sa bio, ouais, voilà, d'accord. Dans sa bio, il flex, il dit j'ai planté 1 500 000 arbres. En fait, il plante pour derrière couper, tu vois. Ouais. Donc, après, même en vrai de vrai, j'y pense maintenant, mais en soi, quand tu plantes un nouvel arbre, il récupère beaucoup moins de CO2 qu'un arbre qui est vieux de je sais pas combien d'années. Du coup, c'est pour ça c'est pas forcément rentable de planter de nouveaux arbres, mais plutôt de préserver les arbres qu'on a déjà. Je viens d'y penser maintenant, mais genre. C'est vrai que j'ai pas calculé cette version de la scientifique, mais ouais, du coup, oui. En fait, après, c'est aussi bien de planter. C'est bien, mais c'est parce que surtout que quand tu vois par exemple la déforestation en Amazonie avec les industries au brûlis, etc. Et ça, pour le coup, c'est fait. Bon, c'était soutenu par Bolsonaro avant quand il était au pouvoir, mais même par des agriculteurs en total indé. C'est des bougs, genre leur train de vie c'était compliqué, genre la pauvreté absolue, tu vois, vraiment. Ouais. Et du coup, ce qu'ils faisaient c'était la technique du brûlis, c'est-à-dire qu'en gros ils brûlaient les arbres, enfin ils brûlaient genre une petite, enfin pas une petite forêt, mais une parcelle, tu vois. Mais il y avait des arbres sur ça. Oui, c'est ça. Ah oui, ils brûlaient des arbres. Si je me trompe pas, peut-être je me trompe, ça va. Mais en gros, ils brûlaient justement cette parcelle-là, et en gros, avec la cendre, la suie en fait, de ces arbres-là, ça faisait un très bon engrais. Et du coup, ce qui leur permettait de faire plus de production et du coup, de générer du chiffre d'affaires. Enfin, pas du chiffre d'affaires, mais en gros, de gagner de l'argent. Ouais, d'augmenter leur production à eux. C'est ça. Et du coup, ils plantaient genre du blé, des légumes, des trucs comme ça. Ouais, ça. Okay. Et du coup, ça veut dire. Ouais, genre. C'est con du coup, parce qu'en fait, vaut mieux essayer de préserver les arbres qu'on a déjà, par exemple, dans la déforestation en Amazonie, de préserver ces arbres-là qui sont importants. Les forêts vierges. Ça, les forêts vierges, etc. Plutôt que de planter de nouveaux arbres, parce qu'en fait, ça va pas être rentable au final. Enfin, le rentable, c'est vraiment pas le mot du coup, hein, mais... ouais. Après, à long terme, est-ce que si t'as un endroit, parce que là, lui, là où il plante, c'est des endroits où tu vois, genre c'est ravagé et tout, il y a rien, enfin, il y a un peu de... Il y a des feuillages, des trucs comme ça, mais il n'y a pas d'arbres, tu vois. C'est des espèces de terrains vagues. Est-ce que... En vrai, tu gagnes quand même à planter des trucs là. Il faut protéger les autres. Mais si tu plantes un endroit où il n'y a rien, c'est ok de fou, non? En vrai, le truc, c'est que c'est ok, mais le problème, c'est que le problème écologique, il est plus proche que ça. C'est-à-dire que, certes, c'est intéressant à long terme, le problème, c'est qu'on va en avoir besoin assez vite, du long terme. Ouais. C'est très mal dit, mais genre, t'as plus besoin des arbres anciens que de préserver ça, que de préserver pour plus tard, parce que même en fait, les arbres anciens, si tu les gardes, plus tard c'est encore mieux limite. Ouais. Enfin c'est pas encore mieux, je pense. Enfin je sais pas si t'as un stade où ça stagne ou si ça augmente au fur et à mesure des années, mais. Ouais, est-ce qu'au bout d'un moment t'as un palier de l'arbre, il va plus. Il est tranquille, il va pas à son prime à l'infinité. Oui, du coup en gros le move ce serait plutôt. Enfin si mettons quelqu'un veut faire une action, notre truc vaut mieux qu'en gros il achète genre une parcelle de forêt. Ouais, mais en fait, il achète, mais le truc c'est que en tant qu'individu, genre en tant que truc privé, tu vois, t'as pas de pouvoir. En vrai, t'as un pouvoir, mais c'est ton pouvoir à toi. Enfin, j'ai vu des documentaires sur des personnes qui justement rachetaient en masse une grosse forêt. Ouais. Et justement, en gros, c'était leur propriété, mais ils la préservaient en l'ayant acheté. Le problème, c'est que toi, moi, on peut pas faire ça. On peut pas acheter des forêts. Tranquille, je peux acheter un arbre, Bellec, même pas, je pense. Tu vois, ça va, ça sert à rien. Mais du coup, en fait, quand t'es une personne privée mais que t'as un grand pouvoir parce que t'as beaucoup d'argent, tu peux acheter une forêt, en vrai, ouais, c'est possible. Ouais. Mais après, sinon, c'est surtout genre en France, genre les collectivités territoriales, la personne publique, l'administration, tout ça, qui peuvent genre acheter, pas acheter, mais même juste, c'est leur domaine, en fait, c'est le domaine public. Donc en fait, tu conserves la forêt, etc. Et en fait, ils ont des pouvoirs même, en vrai, pour faire ça, tu vois. Ouais, donc en vrai, le move,
dans l'absolu, imaginons on peut acheter des forêts et tout ça, et genre, mettons qu'il n'y ait pas de limite. Le move, c'est de conserver ce qu'on a déjà plutôt que de... C'est ça. En gros, enfin après c'est bien de rajouter des nouveaux trucs. Ça c'est bien, mais le truc c'est que... À la place de quoi déjà ce qui va nous être le plus utile, c'est plutôt de conserver les anciens trucs. Après, pareil, genre, je précise, petit warning, je crois dire des trucs qui sont vrais, peut-être il y a des mois j'y de la dé. Voilà. Mais de ce que je après, pense... ça paraît pas... Oui, par contre, pour le coup, préserver plutôt que de replanter, ça c'est vrai. Bah, surtout sur la logique, même sans rien y connaître, perso j'y connais rien, ça paraît cohérent de dire genre, tranquille, un arbre, si tu plantes un arbre, il va avoir besoin de nutriments et de trucs de fou comme ça pour se nourrir, pour grandir, alors qu'un vieil arbre qui est déjà en place, c'est comme un être humain. Genre, quand t'es en pleine croissance, que t'es à l'adolescence, tout ça, tu manges de fou, t'as besoin d'énergie, t'es tout le temps fatigué et tout. Alors que quand t'es un peu plus âgé, quand t'es sous 35 ans, tu vois, t'es un peu plus en place déjà, donc... Oh oui, en vrai, oui. En soi, c'est cohérent, vu comme ça. Ouais, bien sûr. Mais ouais, du coup, le move, c'est de... Ok, ça, je savais pas du tout. Pour moi, c'était... Oui, c'est vrai que du coup, dit comme ça, ouais. Mais pour moi, c'était... Mais même, en fait, hors le truc des besoins de nutriments, etc., c'est au niveau de la capacité à récupérer du CO2 et à mettre du dioxygène. Ouais, c'est vraiment dans ce cycle-là, tu vois. Ah oui, du coup, la photosynthèse, elle est plus... elle est poussée. Elle est plus développée sur un truc... un arbre bien développé. Du coup, pour revenir sur notre cher Antomos Plante, en fait, le problème, c'est qu'il est grave pas clair sur son activité, genre. En fait, il surfe sur la hype de fou, et du coup, il y a certaines personnes en commentaire qui disent non, les gars, genre, c'est juste... il fait ça pour usiner le truc, et... Voilà. Et ensuite, deuxième, un peu dans le même thème dans lequel on était à l'instant, le problème c'est qu'il plante une seule variété d'arbres. Je sais pas si on dit variété. Je pense qu'on dit pas race, mais je pense qu'on dit variété. Ouais, j'ai pas le mot. Tout le monde sait de quoi on parle. Ça va les frères. Une seule variété d'arbres, donc ça a l'air d'être des pins ou des espèces de sapins, un truc comme ça, tu vois. Je suis pas allé jusque là. Et ça s'appelle du coup de la monoculture. Et en fait, ça aussi c'est un problème. Parce que c'est méga pauvre, comme du coup une forêt. En fait, t'imagines un terrain dans une forêt comme nous on l'imagine, nous, par exemple en Amazonie, tu vois. T'as plein d'arbres différents, t'as même des espèces d'arbustes, des lianes, des ronces, des trucs comme ça. T'as une infinité de trucs différents dans la flore et dans la faune aussi, du coup. T'as plein d'espèces et tout. Alors que là, en fait, la monoculture, c'est giga pauvre. Donc en fait, ça apporte... du coup, sur ce même principe-là, c'est beaucoup mieux de conserver un ancien truc parce que tu as beaucoup plus de variétés. Là, c'est giga pauvre et en plus, ça détruit les sols parce que en fait, ils utilisent tous le même truc. Enfin, t'as pas d'écosystème en fait. T'as un seul truc qui se comporte de la même manière. Alors que t'as pas de complémentarité, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que si t'as un écosystème, par exemple, genre la chaîne alimentaire, tout le monde se fait manger par un tel et mange un autre, tu vois. Alors que là, c'est comme si t'avais que la même espèce partout, et du coup c'est grave aussi, tu vois. Ouais, je capte. Mais ouais, en vrai c'est... Ouais. Moi ce qui me pas choque le plus, tranquille, mais alors juste le fait que genre il parle pas de ses activités réelles, c'est-à-dire pourquoi il fait ça, etc. C'est bien dommage parce que du coup, en fait c'est un peu un problème, c'est-à-dire que c'est le problème de l'information, c'est-à-dire que par exemple, moi je vois un réel passer comme ça, je fais putain, ça tue ça. Ouais, c'est pour ça, moi j'ai liké de fou, j'ai partagé à plein de monde et tout le monde fait ça en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu cherches pas à creuser plus loin, c'est dommage. C'est comme en fait quand tu vois plein de grandes industries, de grandes sociétés, je vais pas citer le blaze, les partenariats. Alors, pas envie d'avoir des avocats au cul. Voilà. Non, mais genre en mode, t'as plein de sociétés, enfin dans les plus grandes, qui vont faire des pubs, alors que c'est même pas leur terrain parfois. Ouais, c'est des nouvelles technologies. Ouais. Ils vont faire des pubs en mode ah ouais, notre produit est plus écolo, alors qu'en fait vraiment pas. Tu vois, on revient sur le greenwashing de se donner une bonne image alors que... C'est ça, alors que lui, en fait c'est pas du greenwashing parce qu'en soi c'est juste un mec indépendamment en soi, je pense. Enfin, à moins que ça soit son entreprise qui lui dise de faire ça. Non, je crois pas. Enfin, du coup j'ai regardé vite fait, je me suis pas renseigné à ce point-là, mais je crois pas. Mais parce que du coup, en vrai c'est dommage, parce que même lui, s'il le fait de manière indépendante, ça veut dire il montre un truc en mode ouais, regardez les gars, on peut faire ça, etc. Alors qu'en fait il faut juste... il
fait un contresens, le mec. Genre, dans le mouvement, il fait les gars, on continue, hein. On peut y arriver, hein. Je vous baise, hein. Bon. C'est complètement l'inverse. Ouais, non, mais c'est genre. C'est dommage. Et même en vrai de vrai, pour la monoculture, après ça, je pense, c'est. Pour le coup, ça me choque beaucoup moins, parce qu'en soi, si c'est un truc de l'industrie, de genre, on coupe des arbres pour justement. Je pense qu'ils n'en ont pas grand chose à faire de, genre, de chercher la diversité, etc. Pour le coup, c'est juste une question de rentabilité là pour le coup. Quand tu sais que c'est une entreprise, forcément, le truc de monoculture, tu t'en fous, tu vois. Mais le truc, c'est que ils prennent ça, ils prennent le fait de. Ils plantent des arbres, protecteurs de la nature, c'est stylé et tout. Et en fait, tu vois, du coup, c'est dans les commentaires, c'est un mec qui dit ça que. Moi, j'avais pas remarqué qu'il plantait que les mêmes trucs, tu vois. Donc, il dit c'est de la monoculture. Genre. En fait. Non. Enfin, du coup, oui, quand c'est ce truc de c'est une industrie et ils veulent faire de l'oseille, c'est cohérent, tu vois. En fait, mais quand derrière il dit que tout le monde le voit comme un héros de la nature, en fait, ce truc de monoculture, c'est pas du tout une bonne chose. Ça m'embête, le truc, c'est que déjà, si on part du principe que c'est pour l'industrie, la monoculture ça va, mais dans tous les cas, c'est mauvais. En fait, c'est-à-dire que si si on part du principe que c'est déjà pour faire un truc mauvais, la monoculture ça va, mais du coup si le but c'est l'écologie comme il le prend lui, c'est bien dommage quoi. Mais en fait surtout c'est choquant que le mec genre il prenne ça alors qu'il sait consciencieusement que genre... Ouais, après pour le coup, c'est pas, enfin j'ai peut-être pas été clair, mais c'est pas qu'il se vante d'être giga écolo et tout. Ouais, c'est dans les commentaires. T'as juste le truc de la bio de 1,5 million d'arbres plantés, mais c'est surtout dans les commentaires où tout le monde dit c'est un héros, genre ça c'est des vrais mots, hein, c'est vraiment des commentaires que j'ai lus, genre c'est un héros, il took it personally, genre il lutte tout seul contre la déforestation et tout, et tu vois, genre lui il like ces commentaires là, et ouais, en gros explicitement il dit pas, mais en vrai de vrai avec la bio, en likant les commentaires, tranquille t'es conscient du message que tu fais passer. Il le dit pas, mais tout le monde le dit et il le relaye. Ouais, voilà, il le relaye, mais surtout il contredit pas. Genre. Il laisse. C'est ça en fait, il surfe sur l'hype. Ouais, ça, il surfe, c'est sa responsabilité en vrai. Genre, en vrai de vrai, le devoir d'information il passe par lui en premier, et bon après, forcément, lui ça lui profite. Hein. Genre, il fait des gros chiffres, ça. Il va mais pas. Par contre, ouais, il fait des vues de l'espace. Hein. Genre là, tu vois, il y a 1,9 million de likes, donc il doit y avoir peut-être 10 fois plus de vues de ces trucs. Genre, honnêtement, je peux regarder vite fait. Mais je crois que genre il a des trucs où il fait 100 millions de vues quoi. Je regarde en balle, Thomas Plant. Mais même en vrai de vrai, je me dis, il y a un monde. Ouais, tu vois. 26,5 millions de vues, 41 millions de vues, 106 millions de vues. Okay. Ça c'est plus vues, après il est plus sur des 500 000, mais vas-y tranquille, 500 000 c'est déjà gigantesque. Mais en vrai, je me dis, il y a un monde où, tu sais, genre, il a fait une vidéo comme moi, juste comme ça. Et tu sais, genre, ça a percé, il a vu qu'il pouvait faire des chiffres dessus, il s'est dit, vas-y, je vais rien dire, et genre, juste. Ouais, il y a un monde, parce que du coup, il touche, je pense qu'il doit se faire l'oser dessus. Pas trop mal, je pense. Mais c'est quand même con, genre, je sais pas, c'est une cause importante, primordiale. Et tu dis, vas-y, bon, je gagne un peu de bif, ça va. C'est dommage. C'est un peu troqué. Oui. Du coup, on revient sur ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est un compte Insta qui s'appelle Léo Plus. Donc c'est lui. Ouais, joli. Donc c'est ce gars que je t'ai envoyé effectivement il y a quelques jours qui achète 1 mètre carré de forêt pour chaque nouvel abonné. Pendant un mois je crois, je suis pas sûr. Et il y a un truc, c'est en gros les 10 000 premiers. Ils gravent sur le plus gros arbre de la forêt, ils gravent leur pseudo. Juste et donc ça je l'ai liké hier, enfin j'ai pris le screen hier, il était à 1500 abonnés. J'ai vu en me levant ce matin un réel de toujours ce même mec, il est à 5000 abonnés je crois. Genre il est à 5000 ouais, mais dans ma tête il allait être à... Non mais dans la nuit il a pris 4000 abonnés. Okay. Genre attends, pareil je vais chercher pour à combien il en est là maintenant. 7500. Nickel. Donc, dans la nuit, là, il a pris 2000 abonnés. En vrai, c'est fou comment les réseaux, ça peut être un vecteur de popularité de fou. En mode, là, pour le coup, genre pour le premier, c'était pas forcément pour la bonne cause, entre guillemets. Du coup, il a percé beaucoup et du coup, ça lui donne une image, etc. Mais lui, pour le coup, ça lui donne un soutien de fou. Ouais. Et parce que t'as un réel qui perce,
Mais ta cause, elle est. Enfin, ta cause. C'est pas sa cause, mais genre, son projet, il est propulsé, genre. Ouais, bah, c'est ça qui est stylé. Et du coup, donc, il a dit, dans le réel que j'ai vu ce matin, il est en train de chercher déjà une forêt pour acheter. Et par contre, sachant que le truc que je t'ai envoyé, c'était au jour 4. Ça devait être il y a 2 ou 3 jours, tu vois. Donc là, il doit être jour 6 peut-être. Jour 6, il est à 7000 abonnés. Si ça continue comme ça, jour 30, tranquille. Ouais. Après ça pète beaucoup au début et après ça stagne un peu plus. Je pense que ça va stagner, que ça va diminuer. Enfin, pas diminuer non plus, mais. En vrai, ouais. Mais en soi, en fait, je pense juste qu'il y ait un autre réel qui perce et qui reste constant. Et ça peut bien se passer. C'est juste s'il reste. Mais tu dis, il fait une vidéo par jour, ça? Ouais, il fait un réel par jour. Ok, non, en vrai, je pense qu'il y a moyen que ça se maintient. Ouais. Oui, il y a moyen que ça se maintient. Après, il a 20 ans. Est-ce qu'il va acheter une forêt de. Bah après, je pense qu'il se lance dans un projet, j'espère qu'il a les capacités de l'assumer. Parce que c'est ce que je me suis dit. Il fait un prêt à la banque, pourquoi j'achète une forêt? Ok. Quand j'ai screen ça et je me suis dit que j'allais en parler dans le podcast, je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment porter le truc au bout, tu vois? En vrai, ce serait stylé de fou. Je le connais pas personnellement, mais j'espère quand même, parce que là. Enfin, et j'ose espérer, parce que tranquille, tu lances dans un truc comme ça et tu dis, bon, bah en fait, j'aurais pu juste acheter mon jardin. C'est dommage, quoi. Genre. Le flop. Sachant que, du coup, j'ai vu aussi, en regardant un peu plus ses réels, il offre la forêt à quelqu'un au hasard, à la fin. Ok. Donc, faut juste croiser les doigts pour que ce soit un mec bien qui, du coup, garde la forêt. Ouais. Plutôt que. Lance une industrie. Ouais, il a pas compris. Genre, il gagne un terrain, il a pas de tout, il fait des villes. Relou. Il se crée une villa. Bon, nickel. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, le compte Insta c'est Léo+. Pareil, je mettrai sûrement un montage avec 2 tirés du bas. Ouais, Léo 2 tirés du bas plus PLUS. Mais sûrement que je le mettrai à la cam, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent juste. Prochain sujet. Lui c'est mon méga srab. Ah, j'adore ce mec. Bah alors peut-être que du coup je me doutais que tu connaissais le gars. Je sais pas si tu connais par contre son blaze. Son blaze, mais surtout la suite. Ah non, du coup on dit pas c'est un. Non, t'inquiète. Ok, ça va. Du coup, Jean-Marc Jancovici, je sais pas comment on dit. Jancovici. Je vais heurter personne. Donc, ce mec-là, est-ce que tu connaissais son nom déjà? Ouais. Du coup, est-ce que tu sais à peu près qui c'est? Bah, en fait, c'est aussi un truc qu'on n'a pas précisé, mais qui est intéressant, je vais dire dans la présentation, mais je connaissais pas trop le sujet. Mais c'est que je suis très intéressé par l'écologie. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je fais avec lui d'ailleurs. Ouais, voilà, mais c'est. Enfin, déjà, bon, dans le milieu associatif et tout, je me suis chauffé à faire des trucs, à faire des petits projets et tout dans ma ville. Mais même en vrai, c'est un truc vers lequel j'aimerais m'orienter dans mes études et même dans mon métier si j'en ai l'occasion. Et du coup, forcément, je m'y intéresse un peu. Ça veut dire que Jean-Marc Jancovici, c'est une grande figure plus scientifique pour le coup. Mais justement, ce qui est très intéressant avec lui, je sais pas si tu vas en parler, c'est que ce mec-là, il a des connaissances scientifiques à la base, il travaille justement pour une grande industrie je crois que c'était de pétrole, je crois que c'était Total, un truc comme ça. Et justement, au milieu des années 90, justement, il a dû faire des recherches sur l'impact écologique, ou années 80 peut-être. Et en fait, il s'est rendu compte que son entreprise, pas son entreprise justement, mais que en fait, ça avait un réel impact. Et c'était important. Et pourquoi c'était important? Et c'est un mec, je fais pas partie des précurseurs, parce que la lutte, elle date un peu, elle date d'avant. Mais justement, lui, il s'y intéressait. Et justement, il a quitté ce taf-là pour justement se mettre à plein temps dans cette cause-là. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il a une approche très scientifique et qu'il arrive à vraiment la rendre accessible. C'est-à-dire que vraiment, genre moi, voilà, science, c'est bon, tranquille, je comprends rien, je suis vraiment nul. Juste les bases, quoi. Mais et ce mec-là, genre pareil, par des réels, par des interviews, il passait à la télé surtout. Moi, j'ai connu sur les réseaux, mais je pense qu'il passait à la télé avant. Et c'est un mec, il fait vraiment de radio aussi. Mais je vais présenter un peu plus après. Mais justement, il permet justement de faire partager la connaissance et de rendre justement, on parle d'information, de rendre l'information accessible. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça en fait. Et c'est trop intéressant. Et même en vrai, le petit bonus, c'est que ce mec a une répartie de fou. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est interviewé, le mec il arrive à être marquant sur des mots et tu sais, à pas endormir parce qu'il y a plein de personnes
de cette lutte-là, ou même d'autres luttes importantes, qui n'arrivent pas à saisir l'auditeur, parce qu'en fait, c'est la manière dont il parle, etc., c'est pas forcément super intéressant. Mais lui, justement, il arrive à piquer un peu avec des belles formules, avec des beaux mots, tu vois. Et voilà, bref, je te laisse continuer, pardon. Ouais, du coup, comme je te l'ai dit, c'est un ingénieur consultant en énergie et en climat. Enfin, comme tu l'as dit, comme je te l'ai dit. Voilà. Comme tu l'as dit, donc c'est son taf à la base, c'est un ingénieur consultant. Donc en gros, très très gros, peut-être tu le sais un peu mieux que moi, mais son métier c'est d'optimiser la consommation d'énergie. Okay. Donc c'est ça, en gros, il voit des rapports, il voit passer en gros des dépenses énergétiques d'entreprises et il dit bon, on va faire comme ça pour gaspiller moins, comme ça, tu vois. Okay. En gros, c'est ça, c'est un truc d'optimisation. Du coup, il est aussi auteur, conférencier, membre du Haut Conseil pour le climat. Je sais pas si ça dit quelque chose. J'ai aucune idée de ce que c'est, je comptais sur toi pour expliquer. Attends, dis-moi, répète. Membre du Haut Conseil pour le climat. Si je me trompe pas, ça va être une autorité française. Ouais, ce que je me suis dit. Ouais, oui, mais oui, en gros. Ouais, enfin bref, oui. Mais oui, je vois ce que c'est. Mais c'est chiant d'expliquer parce que je crois que c'est du droit et bon, c'est chiant, genre. Ouais, en gros, voilà. Mais en gros, c'est un truc important qui fait partie de l'administration, c'est un truc c'est une entité un peu indépendante de l'État, mais qui est quand même un peu rattaché sur l'environnement qui pour le climat. Okay. Et en dernier, chroniqueur de presse. Donc c'est ça, il passe à la radio, à la télé, tout ça. Et ouais, du coup, ce que tu disais, c'était méga intéressant, et je suis d'accord avec toi sur le fait que son propos, il est accessible de fou, parce que déjà, de un, je pipe rien à la science, de deux, l'écologie, je m'y intéresse, mais concrètement, j'y connais pas grand chose, genre, à part trier mes déchets, genre, je sais que c'est bien, tu vois, mais, et couper des arbres pour faire des autoroutes, je sais que c'est pas bien, mais dans le fond, je comprends pas tout, tu vois, et du coup, c'est ça qui est méga intéressant avec lui, c'est que quand il parle, déjà, tranquille, tu vois qu'il maîtrise son sujet de fou, il parle super bien, comme tu l'as dit, et il arrive à être pertinent dans sa répartie aussi, parce que du coup tout le monde essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, comme à chaque fois à la télé, à la radio, de toute façon. Et il rebondit super bien à chaque fois, et du coup je trouve ce mec super intéressant. Maintenant, si je te dis Equinox, est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout, non, ça Equinox, écrit comme ça. En vrai, ça. En fait, ça me dit un truc, mais je me dis, est-ce que je suis biaisé par le fait que tu me dis que peut-être je connais, tu vois, mais en fait, peut-être je connais pas. Du coup, équinoxe, littéralement, c'est les deux moments dans l'année où la nuit dure, enfin, c'est la même durée que la journée, donc ça arrive vers le 20 mars, en gros, tous les ans, et après le 20 septembre, par là. Mais tenez-vous bien, ça n'a rien à voir avec Equinox duquel je vais te parler. Donc, Equinox duquel on va parler, c'est un nouveau parti politique qui est indépendant et qui est fondé par des jeunes ingénieurs qui se basent sur les idées de ce mec-là. Du coup, moi, comme j'ai beaucoup vu passer ce mec-là, je me suis dit, oh, intéressant, moi qui calcule pas trop la politique et qui, globalement, il comprend pas grand-chose, je me suis dit, ok, ce mec-là, je suis d'accord avec lui sur la plupart des trucs qu'il dit, si ce n'est la totalité. Même si j'avoue, j'ai pas regardé en profondeur. Comme toi, c'est les réels, enfin t'as peut-être regardé plus en profondeur que moi, mais les réels, et je suis d'accord avec lui, je like, et du coup on me propose d'autres trucs, et du coup il parle de plusieurs trucs, il se fait interviewer par plusieurs personnes sur plusieurs propos et tout. Globalement, je suis quand même toujours d'accord avec lui. Et du coup, en fait, c'est un parti globalement écolo, vu que c'est ses idées à lui, et qui se présente aux prochaines européennes. Ok, j'ai pas eu. Donc j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé l'info concrète de est-ce que lui il est relié à ce parti ou pas. Donc, tu veux dire, est-ce qu'il se présente ou est-ce qu'il a juste un lien? Il se présente pas, c'est sûr, parce que du coup on va parler après de la tête de liste et de la liste. Sûr. Mais c'est sûr qu'il est pas officiellement dans le parti. Mais est-ce que il est dans est-ce que c'est lui qui s'est dit on va faire un parti, tout ça, ou alors c'est juste des mecs extérieurs qui se sont dit ok, lui j'aime bien ce qu'il fait et on va créer un parti sur ses idées à lui, et notre argument de vente ce sera vous le connaissez, on sert ses idées. Je sais, en gros, je sais pas si concrètement il est relié au parti. Et j'ai cherché plusieurs sources, je suis allé chercher sur son site internet, parce que du coup il a un site internet,
qui a l'air méga intéressant, où il y a des articles qu'il a écrits il y a longtemps, tu vois, mais c'est super long et vas-y, j'avais pas trop le temps de vraiment me concentrer dessus. Mais par contre, il fait une présentation de qui il est, toutes les études qu'il a fait, tout ça. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il a fait Polytechnique et Paris Télécom. Ah ouais, il est en place. Il a fait Paris Télécom aussi, genre il est. Ça va, en vrai. Polytechnique. Genre, en termes de cerveau, je pense ça va, il est bien. Ouais. Et ouais, du coup, il présente un peu tous ses métiers, tout ça, enfin son métier et toutes les activités qu'il fait par à côté, tout ça. Et ouais, mais du coup, au final, je sais pas si il est relié directement au parti ou si juste le parti a décidé que. Je pense en soi, si le parti se présente aux européennes et qu'ils disent ouvertement qu'ils reprennent les idées de Jean-Marc Jancovici, je pense que de près ou de loin, il a dû donner son accord. Parce qu'en fait, tu reprends pas l'image de quelqu'un comme ça, en vrai. Ouais. Genre, déjà, t'as pas le droit. En vrai de vrai, même, je crois, genre, juridiquement, t'as pas le droit. Genre, okay. Tu reprends les idées de quelqu'un et tu les sers à ta cause sans qu'il donne son accord. Je vois un peu. Ouais, parce que surtout, imagine, ils font pas du tout ça. Et écologiquement, ils disent ouais, vive les autoroutes. Ils disent ah, mais c'est Jean-Marc Jancovici, moi j'ai écouté ses podcasts et je sais pas quoi. Ça marche pas trop. Enfin, c'est-à-dire que ça fait de la diffamation au final, tu vois. Ouais. Donc en fait, il doit donner son accord à un moment, je pense. Okay. Ou alors il a rien dit, mais ça m'étonnerait parce que, quand même, pour le coup, un parti qui se présente aux élections européennes, qui reprend tes idées, et comment dire, tu es exposé justement au public qui va justement se dire que ce parti-là reprend ses idées, admettons, les idées n'ont aucun sens écologiquement. Ouais. Ben, le public va se dire ah ouais, mais en fait, si ce parti reprend ses idées et qu'elles proviennent de ce mec-là, je suis d'accord. Ce mec-là est pourri, tu vois. Ah oui, ok. Enfin, si par exemple ils font n'importe quoi. Ah oui, s'ils font n'importe quoi. Oui. Et si les gens votent pour eux et qu'ils font n'importe quoi, ils vont dire ah ouais, ce mec-là il fait n'importe quoi. Ouais, enfin, même déjà là il y a une part de responsabilité. Et même en soi, t'as. Comment dire. Genre au niveau des idées, genre il y a quand même une. Je vais dire le mot, bon c'est vraiment pas du tout le mot, mais une DA, enfin genre en mode t'as une ligne directrice en mode c'est les idées de Jean-Marc Jancovici, tu les reprends, faut que tu t'y alignes quoi. Ouais. Sinon ça marche pas quoi. C'est pas. Enfin voilà. Ouais, donc ils ont 19 500 abonnés sur les réseaux. Le réel du coup sur lequel je suis tombé et où ils disent qu'ils reprennent ses idées, il a fait 664 000 vues. Okay. Donc tranquille, je pense qu'il a dû girouiller un moment. Ouais. Mais il est pas. En tout cas, c'est sûr qu'il est pas. Explicitement, genre. Ouais. Ils disent en gros. Et si on disait qu'il y avait un parti qui reprenait les idées de ce mec, et ben c'est nous. Et après il se présente. Là, il y a un monde où en vrai de vrai il a pas donné son mot. Mais. Parce que, en fait, si tu dis juste ouais. Enfin, tu sais, parce que là c'est un peu une tournure de phrase. Peut-être qu'ils auraient pu utiliser une autre personnalité, tu vois, peut-être. C'est pour ça. En soi, il y a un monde où, parce que s'ils en font pas, tu sais, genre un nom phare, tu sais, genre vraiment de. Tu vois, c'est juste sur un réel pour accrocher un peu, tu sais, genre on reprend les idées de ce mec en prenant une personnalité connue. En soi, c'est possible qu'il ait pas eu son mot à dire. Mais. Ah oui, ok. Mais après, je pense qu'il a commencé à dire un truc à partir de la vidéo, par contre. Mais, ouais. Bah, pour le coup, en tout cas, c'est sûr que c'est pas. Genre, c'est officiellement pas à la tête d'affiche. Parce qu'il est pas sur le site. Le site du parti, je veux dire. Lui, il en parle pas du tout sur ses réseaux, sur son site internet, tout ça. Donc, il n'y a rien de officiellement établi entre les deux, mais donc il y a sûrement quand même un truc de Yumek, on est d'accord avec toi, on va faire partie, tu vois. Du coup, je vais sauter un peu cette partie-là, parce qu'on était en train d'en parler. Du coup, la vision plus politique, est-ce qu'il y a souvent des nouveaux partis? Parce que du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, what the fuck, il y a un nouveau parti comme ça, est-ce que c'est un truc normal? Alors, en soi, je peux être deux trucs en vrai, mais moi j'ai surtout étudié l'apparition de partis en Espagne, de partis politiques en Espagne. Okay. En fait, si tu veux, un parti il apparaît souvent quand il y a une opportunité politique. C'est-à-dire que quand tu as une situation politique qui mène à une question à laquelle les partis politiques conventionnels, on va dire, peinent à répondre, ou alors ils répondent, mais pas forcément mal en vrai, tu vois, mais c'est juste que l'opinion publique va soit qu'ils galèrent ou alors ils sont pas en accord ou même en vrai de vrai parfois t'as des biais, c'est-à-dire que admettons si le parti politique conventionnel avant il y a eu un contexte de ils ont fait de l'AD un peu et ensuite ils doivent répondre à cette question là mais ils donnent une réponse qui est un peu moyenne,
pour l'opinion publique, elle va être mauvaise parce qu'il y a du contexte. Parce qu'il y a un passif. Ouais, faut prendre en considération tout ça. Mais bref, du coup, t'as une situation politique initiale qui pose un problème, à laquelle les partis politiques conventionnels vont avoir du mal à répondre. T'as la création d'un parti politique, en gros. Après, ça c'est pour surtout les partis politiques nationaux, tu vois, pour les élections présidentielles ou en tout cas législatives en Espagne. Voilà, mais par exemple, c'est quoi, je vais donner des exemples en vrai, mais genre, t'avais, en gros, en Espagne et en Europe, t'as eu une crise économique en 2009, la crise des subprimes, c'est là dont on en parlait, je pense. Ouais. Mais où en gros, c'était vraiment le bordel économique. Du coup, en Espagne, t'as eu t'as eu deux partis extrêmes qui sont créés, t'as eu Vox et, le deuxième c'est, j'ai oublié, bon, un autre parti d'extrême gauche, c'est... Vox c'est gauche? Non, Vox à droite. Alors, Vox extrême droite et un autre extrême gauche. C'est ça, exactement. Et du coup, en gros, ils sont créés en donnant une réponse, justement, à ce problème économique, tu vois. Elle n'était pas forcément bonne ou mauvaise, c'était juste une réponse différente des partis conventionnels qui étaient plus extrêmes. Et du coup, c'est pour... tu chopes un peu plus de l'opinion publique comme ça, tu vois, parce que t'apparais, t'es un nouvel acteur et tu dis, eux ils y arrivent pas, moi je vais y arriver. Tu vois, en gros, ça. Et c'est comme ça que t'arrives à lancer un parti en vrai. Mais par contre, pour les élections européennes, c'est différent, parce qu'en fait, si tu veux, c'est des partis nationaux qui s'allient pour les élections européennes. C'est-à-dire que, en gros, t'as un groupe, genre t'avais le parti des Verts, et en fait, t'as plein de partis, genre, je sais pas moi, d'Espagne, Allemagne... tous les Verts de toute l'Europe. C'est ça. Et même pas forcément que des Verts, parce qu'en vrai, en Espagne, t'as pas un parti écologique, parce que l'écologie en Espagne, c'est un sujet qui est encore flottant en vrai. T'as pas de parti politique qui se l'approprie vraiment, comme en France, t'as les Verts. C'est-à-dire que t'as des partis de région, parce que ça fonctionne un peu comme ça, enfin, c'est des communautés autonomes, mais en gros de ça, tu vois. C'est, par exemple, t'as un parti de gauche indépendantiste catalan, qui va se retrouver dans les propos des Verts, au niveau de l'écologie et à d'autres niveaux, et ils vont dire ok, moi je m'allie à cette liste-là pour les européennes. En gros, c'est ça, tu vois. Et du coup, ils envoient des députés, bref, voilà. Enfin, des représentants, voilà. Mais du coup, ça veut dire que pour les élections européennes, les partis européens, en fait, la création d'un parti, c'est à peu près le même mécanisme, parce qu'en vrai, c'est pas un mécanisme juridique, c'est pas un mécanisme qui est tangible, tu vois, c'est juste un fait, genre, c'est une décision politique qui répond. Mais du coup... c'est une alliance de plusieurs personnes, de plusieurs horizons, du coup. Ça, de plusieurs pays. Et accrédité de certains partis, il faut qu'ils soient accrédités de partis, tu vois. Donc t'as en gros plusieurs horizons, déjà pas les mêmes pays, pas forcément les mêmes idées politiques, mais juste ils sont d'accord sur un point, en gros. Pas forcément en vrai. En fait, vu qu'ils vont former un parti, en gros ils vont former un groupe dans le Parlement européen. Et du coup ça veut dire que, certes, peut-être ils se réunissent là pour l'écologie, mais quand il y aura un texte de loi de directive européenne sur l'immigration, il va falloir qu'ils trouvent un accord. Et ça veut dire qu'il faudrait qu'ils sont quand même sur des idées communes. Et c'est pour ça que... Donc en fait, ils se sont mis d'accord sur l'écologie, mais pareil, sur un autre point, ils sont pas du tout d'accord. Mais non, je pense justement qu'ils sont d'accord sur l'autre point, parce que sinon ça va pas compter un moment. Mais justement, et ce que je voulais dire aussi, c'est que... c'est la com justement de ce parti-là, Equinox, sur l'écologie, elle est géniale parce que du coup ils arrivent, enfin j'imagine que justement c'est leur... comment dire, c'est un truc phare. Ouais, on va en parler après du programme, tu vois, vraiment de leur parti. Mais le truc c'est que j'espère que, enfin, vu que c'est des ingénieurs, c'est un peu là le danger, c'est que est-ce qu'ils sont juste ultra chauds en écologie, est-ce qu'ils ont pensé genre à plein d'autres problèmes, tout le reste, parce qu'en soi... Et justement on va parler après de leur... Voilà, alors rapidement j'en parlerai après alors du coup, mais vas-y continue. Mais du coup pour revenir un peu sur la partie création de partis, en fait c'est un peu comme une entreprise ou un truc comme ça, dans le sens où ils répondent à un problème, enfin ils créent un truc pour répondre à un problème, comme quelqu'un qui veut lancer un produit pour se faire de la thune, il essaye de répondre à un problème pour commercialiser son truc. En soi, c'est très rapidement résumé, c'est un peu... Je capte pourquoi tu dis ça, mais en vrai c'est vraiment différent, mais je capte, en gros c'est dans le prisme sur lequel en gros tu as un besoin, une réponse, et du coup tu te présentes pour donner la réponse, c'est ça, en gros. Mais sauf que c'est vraiment différent dans l'intention du truc, parce que c'est très t'as pas envie de faire du bif, t'as juste envie de donner une réponse, enfin
j'ose espérer que t'as juste envie de donner une réponse et pas juste avoir la fame, tu vois, mais genre... c'est mieux dans l'ensemble. Voilà, mais genre c'est deux différences, qu'en soit c'est deux volontés différentes, je pense, mais je capte ce que tu veux dire. Okay. Et du coup, toujours sur le même truc, moi qui ai zéro ref politique, est-ce que ça marche de créer un nouveau parti dans l'ensemble? Parce que moi, quand j'ai vu ça en gros, je me suis dit déjà, what the fuck, est-ce que c'est possible de créer un parti? Après, je me suis dit oui, évidemment. Parce que tu sais, dans ma tête, il y a les partis établis depuis longtemps, tu vois. Okay, ouais, je capte. Et dans ma tête, ça fait longtemps que. Enfin, depuis que je suis petit, je connais toujours plus ou moins les mêmes partis. Il y a des petites modifications, tu vois. Mais est-ce que il y a vraiment un nouveau parti qui a été créé et qui a percé, genre? Est-ce que ça marche vraiment de créer un nouveau truc? C'est très marrant parce que, enfin, déjà, c'est très important que des partis se créent parce que c'est. Pour changer. Alors, pour changer, et c'est en fait ce qu'on appelle le pluralisme politique. Dans une démocratie, c'est ultra important. C'est-à-dire que tu reprends la liberté d'opinion de chaque citoyen et même, genre, par exemple, le parti Les Verts. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient pu créer un parti Les Verts sur l'écologie, ça montre que justement l'État en lui-même et même ceux qui sont au pouvoir permettent que justement il y ait une opinion qui se crée et une représentation de cette opinion qui se crée en fait. Okay. Ça veut dire que tu laisses parler les gens en fait, globalement. Ouais. Dans le débat public, tu laisses parler les gens. Et du coup, les gens ils se mettent d'accord, ils montent des trucs, et ils mettent des trucs en place, tout ça. C'est ça, et en gros, pas forcément s'ils sont pas au pouvoir, s'ils n'ont pas de députés, tu vois, mais c'est juste ça veut dire qu'au moins t'as l'opportunité de pouvoir créer un truc. Et t'as une place dans le débat. Minime ou pas, mais t'as une place dans le débat. Et dans des pays comme par exemple la Russie, non, ils sont pas les Verts. Ouais, ils sont pas trop le droit. Ils sont pas les Verts, je crois. Mais tu vois, ou alors ils en créent, mais c'est des trucs qui dépendent de l'État et du pouvoir. Et du coup, en fait, c'est biaisé parce qu'ils ont sensiblement les mêmes propos. Oui. Donc tu votes pour un parti, mais qui veut dire la même chose au final. Ouais, ça. Enfin, en fait, non, parce que même ils orientent et même ils faussent les votes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Mais du coup, l'histoire que j'ai racontée, enfin, c'est pas une histoire, c'est juste en gros, t'as un parti pareil. Au moment de la crise économique en Espagne, t'as un parti, c'est Ciudadanos. C'est en gros, leur logo, en gros, c'est un C apostrophe. Peut-être t'avais pas ça passer en orange. Bref, on s'en fout. Mais du coup, eux, ils sont créés au moment pareil de cette crise économique, même un peu avant. Ils ont profité de cette crise économique pour se lancer politiquement un peu plus. Parce qu'en gros, ils s'étaient créés en 2007, je crois. Okay. La crise économique, elle arrive en 2009. Et du coup, ils se propulsent au niveau des votes parce qu'ils disent, ouais, nous, on veut cette réponse-là. Enfin, on donne une réponse, on donne cette réponse-là. Et c'est un nouvel acteur. Et du coup, nouvel acteur, ça intrigue un peu l'opinion publique, qui dit ah ouais, peut-être que c'est différent, blablabla, bref. Pour donner un ordre d'idée, politiquement, en gros, c'était un peu Macron, en vrai, je dirais, c'est du centre-droit, un truc comme ça, tu vois. Okay. Donc, voilà. Et en gros, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce parti-là, ils ont survécu grâce à la crise économique, parce qu'ils avaient une réponse à donner, et aujourd'hui, le parti n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus de crise et Mais parce qu'en fait, au final, c'était leur moteur, ils ont pas réussi à survivre à côté. C'est-à-dire que... Ouais, ils avaient que ça, quoi. Ils avaient que ça, bon après ils avaient autre chose, tu vois, mais oui, après mais c'est aussi le fruit d'autres alliances. Bon après, ils avaient des réponses pertinentes ou pas, je sais pas, mais c'est aussi le fruit d'alliances politiques qui ont mal tourné, de trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas que ça. Mauvais choix et du coup... C'est ça, il n'y a pas que ça, mais c'est-à-dire qu'un parti politique il peut prendre, quand tu le crées, comme il peut ne pas prendre du tout. Genre Vox, aujourd'hui le parti d'extrême droite, c'est un des partis phares, vraiment en Espagne. Bon après... partent pas de rien, en Espagne, bon, t'as un héritage quand même sympa, tu vois, mais bon, Vox, pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment un parti très important qui a été créé justement, genre, je crois que c'était 2011, un truc comme ça. Genre, ouais, donc c'est quand même assez récent. Ouais, c'est très récent, et ils arrivent à et ils sont méga établis. Ça, bon, pas méga établis, parce que du coup, c'est des racines qui sont fraîches, tu vois, mais en soi, ils ont convaincu des gens, tu vois, genre, vraiment, c'est-à-dire le parti de droite conventionnel, justement, a perdu beaucoup d'électeurs parce que justement la droite, en fait, vu qu'il n'y avait pas vraiment d'extrême droite, ils n'avaient que la droite. C'est à dire qu'en gros ils rassemblaient genre la droite profonde et la droite plus centriste. C'est-à-dire qu'ils avaient un large spectre, tu vois, d'électeurs. Et en fait quand il y a Vox qui est apparu, ils ont raflé tout l'extrême, et même des gens plus conventionnels qui en avaient marre de la droite, tu vois. En gros, si je fais vraiment un très gros résumé, mais c'est ça, en gros. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont pu surfer sur les électeurs d'un autre parti, en fait. Ouais, il y avait on va dire une place sur le marché à prendre, genre. C'est ça. Et ils l'ont prise et du coup, ils ont... Ouais, en gros, c'est un peu ça, tu vois. En gros, c'est vraiment une question d'opportunité politique, en vrai. Donc, ça peut marcher. À mort. En fait, c'est juste... tu peux...
Et même en vrai, tu le vois avec des partis qui sont déjà établis. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a un événement politique, il y a une récupération politique qui se fait qui permet de relancer le parti parfois, tu vois. Ouais. Genre, sur. Par exemple, il y a. Par exemple, le Rassemblement National, quand il y a eu justement l'affaire du. Je sais plus comment ça s'appelait, tu sais, le mec dans une campagne qui s'était fait. Qui a été tué par. Ouais, ça, le Régiment. Qui a été tué par des mecs qui venaient d'un quartier. C'est récemment. Oui, c'est récemment. Ouais. Et ça a été repris justement, par exemple, on a vu un discours de Jordan quand même. Je crois qu'il aimerait pas qu'on dise comme ça, voilà. De Jordan Bardella, tu sais, qui en parle, etc. Et justement, on a vu. Je peux parler de la chaîne YouTube. Ouais, on donne du crédit. Voilà. C'est l'Esprit Critique, c'est ça? L'Esprit Critique. L'Esprit Critique, génial, ils font des super analyses, franchement, allez voir. Mais du coup, il a analysé ce discours-là. Et en fait, c'est vraiment, tu sais, genre, reprendre des codes, des schémas. Et parce qu'en fait, justement, cet événement-là, sert notre cause, on va le récupérer et ça va permettre de relancer notre. Comment dire? De faire vivre un peu nos sujets, en fait, tu vois. Et ce qu'on veut dire. Donc, en fait, en soi, c'est bien pour la création d'un parti et même pour consolider l'établissement d'un parti. Donc, c'est un truc d'opportunité de fou, en fait. Enfin, c'est ce que je dirais. Après, la pérennisation d'un parti, c'est vraiment un truc d'opportunité. Oui, c'est ça, mais c'est pareil. En vrai, de vrai, s'il se passe un truc comme ça et que tu dis rien, les gens vont t'oublier en vrai. En vrai, c'est con, hein, mais c'est juste qu'il faut faire parler aussi, tu vois. Ouais. C'est pour ça que t'envoies des personnes qui vont parler sur des plateaux télé, sur des événements, etc. C'est comme tout ce qui se rapproche à l'influence, en gros. Oui, c'est ça. T'es obligé d'être présent et de parler, et du coup de faire parler de toi aussi. C'est en fait, c'est un truc d'image, en fait. En fait, à partir du moment où tu dois être élu par des gens et que le moyen d'être élu c'est le plus grand nombre de votes, tu dois faire parler et tu dois être connu. C'est ça. Le plus de gens te connaissent et le plus de gens sont d'accord avec toi. Et t'apprécient. Et bon, ça c'est une question de forme du coup, tu vois, et de comment t'amènes le truc, mais c'est aussi, il faut que tu sois apprécié. Tu vois. Ouais. Mais voilà. Ok, donc c'est possible. Oui. Pour revenir un petit peu à Equinox, c'est donc un des trucs desquels ils se vantent et je sais pas ce que ça veut dire. Donc là, j'espère que tu connais. Parce que... Non, normalement ça va, parce que j'ai une idée de ce que ça veut dire, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça veut dire dépasser le clivage droite-gauche? Ok, en gros, le clivage droite-gauche, c'est en gros l'idée selon laquelle, en politique, dans les partis politiques connus, t'as la droite, la gauche. Point. Ok. Et le clivage droite-gauche, c'est... la séparation entre les deux, quoi. Non, c'est plus genre le fait qu'il y ait la droite, il y a la gauche, point. Et que t'as pas le droit de naviguer entre les deux, tu vois. Ok, ouais, c'était à peu près mon idée. Et que, en gros, enfin, en tout cas, moi, je crois que c'est ça. Ok, mais, de toute façon. De toute façon, à tout moment, j'ai dit, ça fait 20 minutes, je dis la merde. Non, mais en gros, ouais, et du coup, je pense que par là, ils veulent dire que, justement, ils vont proposer des idées écologiquement qui vont être plus à gauche, je dirais. Parce que, enfin, en vrai, tu peux avoir des idées écologiques à droite, bon, après, chacun son opinion politique. Voilà, mais en tout cas, à gauche, en gros, ils vont proposer des idées à gauche et des idées à droite, et ils vont se montrer un peu un intermédiaire. Et en fait, le premier à avoir dit ça et à avoir mis en pratique ça, en théorie, en pratique, bon, ça c'est la vie de chacun, mais bon, voilà, c'est plus discutable. Macron, justement, a dit, ouais, moi, je suis pas à droite, je suis pas à gauche, moi, je suis juste là. Mais du coup, est-ce que être au centre, enfin, quand du coup t'es au centre, mais t'admets la droite et la gauche, donc tu dépasses pas ça. C'est ça. En gros, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu te considères au centre, t'es au centre de quoi? Oui, voilà. C'est juste ça. Dépasser le clivage droite-gauche, c'est genre... Tu balayes cette idée-là qui est la droite et la gauche. Ok. C'est juste, t'as une pensée et n'importe qui peut être d'accord avec toi globalement. Et tu te situes nulle part. Ouais, c'est un peu... Ouais, en fait, c'est surtout... En fait, en soi, en théorie, tu dis, oui, moi, je prends des idées d'un peu partout, etc. Okay. C'est surtout pratique parce que tu te situes nulle part et que... En fait, justement, t'arrives à attirer en disant ça, t'attires du monde de partout. Okay. Parce qu'en fait, bon après, forcément, ils voient les idées, ils sont pas débiles. Hein, c'est-à-dire qu'ils voient très bien si t'es vraiment d'extrême droite. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait un mec genre socialiste qui va dire ah ouais, sympa. Ouais. Bon après, il dit la clivage droite-gauche, il connaît pas, donc en vrai, ouais, ça doit être ça, tu vois. Non, forcément. Mais en tout cas, ça permet d'attirer des gens et aussi de pas te placer, de pas te mettre de limites. C'est-à-dire qu'en soi, quand par exemple t'appartiens à un parti qui est à droite, en soi t'as pas le droit, c'est compliqué de proposer des idées qui sont plus à gauche
sans justement te trahir un peu. Sans perdre tes électeurs. Sans perdre tes électeurs et sans te trahir aussi par rapport à d'autres idées. Okay. C'est-à-dire que, et justement, parce qu'en fait, on voit beaucoup la droite comme, et la gauche, enfin ce clivage-là, comme en fait, t'es de droite, t'as toutes ces idées-là en liste, à gauche, t'as toutes ces idées-là en liste, et si t'en sors un peu, ben en fait, tu manques de cohérence, alors qu'il y a des fois pas forcément. Bon, forcément, il y a beaucoup d'idées qui sont liées. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cet avis-là, c'est que beaucoup de luttes, d'idées sont liées. Mais justement, en disant ça, en fait, il se permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre. Et en fait, tu peux te permettre de faire ça quand tu arrives sur la scène politique. Quoi. Si par exemple, aujourd'hui, les Républicains ils disent qui va jouer de gauche, moi je crois pas. Ben, tout le monde va dire bon tranquille les frères, là vous voulez juste récupérer des électeurs, tu vois c'est cramé. Alors qu'en fait si c'est un nouveau qui dit ça, il peut juste arriver avec une nouvelle théorie, alors qu'en soi c'est sensiblement la même chose. Mais... Ouais, donc dépasser le c'est un moyen d'être pas bien vu, mais que tout le monde puisse se rallier. Ouais c'est ça, en fait c'est pour en parler à un max de gens. Et même en vrai de vrai quand tu reprends la cause climatique, enfin écologique, tout ça, en tout cas ce sujet là, comme rend ton fonds de commerce, en soi, c'est cohérent de fou que ce soit... C'est cohérent et même c'est un truc qui parle à tout le monde. Enfin, même si, bon, tranquille, t'as des climato-sceptiques, mais j'espère les compter sur le nombre de doigts. Je sais pas parler, mais vous avez compris. C'est bon, je l'ai. C'est bon, tu l'as. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, comme il a dit, lui, là. Non, mais en vrai, il y en a pas mal encore, je pense, mais en tout cas, dans de nouvelles générations, je pense qu'il y en a peu. En vrai de vrai, je pense que c'est surtout. Chez les personnes plus âgées en vrai, tu vois. Mais du coup tu touches vraiment beaucoup de monde avec l'écologie, et même en vrai quand tu vois que par exemple, et c'était un débat récent, c'est que quand t'as Marine Le Pen en fait qui a commencé à parler d'écologie et qui a donné un vrai programme, qui a donné un programme, je ne sais pas mon avis dessus, qui a donné un programme sur l'écologie, justement il y a eu la question de savoir si est-ce que tout le monde peut donner son avis et doit donner des idées sur l'écologie. Ouais. Est-ce que l'extrême droite... Est-ce que c'est pas réservé à la gauche, quoi, en gros. C'est ça, à la gauche et à la droite conventionnelle. Est-ce que Marine Le Pen, elle est amenée à donner un programme sur l'écologie? Il était vraiment discutable, hein, le programme. Ouais. Donc, je donnais mon avis, du coup, mais voilà, mais genre... t'as cette idée-là de quoi, en fait, même si t'es d'extrême droite, tu dois donner ton avis sur la question, parce que c'est un truc, c'est sujet de société, mais genre... C'est universel, même. C'est ça. Et en fait, même, je crois qu'il y avait eu un sondage fait par une grande institution du sondage français, qui, justement, au moment des présidentielles, avait demandé aux Français quels sont les sujets les plus importants. Quels sont les sujets les plus... Il y a la cam qui enregistre. Ça va. Ok. Un peu de gazouze, un peu de... À partir de maintenant, promis, le son, il va être mieux. Je le jure. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Bêtise réparée. C'est pas grave. Le son, il va être mieux. Voilà. Promis. Voilà. J'ai chaud de fou, là. Oui. Du coup, en fait... Ça fait que genre tout le monde doit avoir une idée sur l'écologie et que, légitime ou pas, tout le monde doit en avoir une, et parce que justement pour séduire le plus d'électeurs possible. Parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que au moment des élections présidentielles, ils ont fait un sondage pour savoir quels sont les sujets qui inquiètent le plus les Français. Et l'écologie, c'était dans le top 3, top 2, tu vois. C'était vraiment dans les sujets les plus importants. Et donc forcément, tout le monde doit avoir une idée dessus. Ouais, c'est obligé en fait. C'est ça. Et donc en fait, forcément, en considérant que tu sois d'extrême droite, de droite conventionnelle, de gauche, d'extrême gauche, tout, forcément tu auras une opinion sur l'écologie. Et donc forcément, en disant qu'ils ne font pas partie du clivage gauche-droite, ils se ramassent un peu tout le monde en vrai. Enfin en tout cas, ils peuvent et ils veulent ramasser un peu tout le monde, je pense. C'est leur objectif, de toute façon, étant donné que c'est un nouveau parti. Après, le truc, à savoir, c'est que pour les élections européennes, ça veut dire que tu as aussi la délégation des Républicains qui va se présenter, par exemple. Ça veut dire, est-ce qu'un mec qui vote républicain d'habitude, il va pas se dire,
ah ouais, mais eux, ils disent qu'ils sont hors du clivage gauche-droite, moi je suis intéressé par l'écologie, est-ce que je vais voter pour eux ou est-ce que je vais voter pour le parti auquel, entre guillemets, j'ai le plus d'affinité avec, tu vois. Ok. Donc en fait, en soi, ils apparaissent comme une nouvelle figure, à savoir si ça va marcher, on ne sait pas, parce que du coup, ça veut dire qu'ils vont devoir récupérer des électeurs au sein de notre parti. Et c'est la question, et c'est pour ça que l'opportunité politique c'est important, c'est-à-dire qu'avec la crise économique, là, les partis espagnols, ils ont réussi à en récupérer parce que justement, il y a des personnes qui doutaient. Ouais. Et là, ben, est-ce qu'il y a un doute des partis, ben, ils vont réussir à récupérer des électeurs qui doutaient des partis, ou en tout cas qui n'avaient pas de parti, en tout cas, genre, je sais pas, ça fait pas 20 ans, ils votent pour tel parti, tu vois. Mais justement, il va falloir qu'ils récupèrent des électeurs à droite, à gauche. Et c'est en disant ça que ça va leur permettre de faire ça. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est une autre question, du coup. Ok. Du coup, ouais, pour revenir au parti, la tête de liste, du coup, est-ce qu'on dit comme ça? La tête de liste? Je crois, oui. Normalement, je crois. Pareil. La tête de liste, du coup, c'est une femme, c'est Marine Chollet. Ok. Du coup, intéressant que ce soit une femme déjà, je trouve. Ouais, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup en politique, globalement. Et encore moins des chefs de parti. Enfin, Oui, oui, bah, chef de parti, oui. têtes de parti, enfin, on comprend ce qu'on veut dire. Ouais. Oh, vous avez compris. Dirigeant du parti, on va dire. Oui, exactement. Mais ouais, c'est intéressant. Après, ouais, non, en vrai, déjà, c'est génial parce que déjà, ça traduit qu'il y a la chance, c'est normal, en vrai, ça devrait être normal, que genre une femme puisse atteindre la tête d'un parti et puisse représenter un parti politique en France et en Europe. C'est normal, mais c'est bien que ça soit fait maintenant parce que c'était pas forcément possible avant. Enfin, possible. C'était possible avant, mais en tout cas, c'est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui. Ouais. Et ouais, non, c'est cool en vrai. Stylé. Du coup, Non, en vrai, c'est gaulerie que. Pardon, je te coupe, mais Non, vas-y. c'est gaulerie parce que. Enfin, c'est pas gaulerie, mais. Genre, le fait que justement, en fait, t'as une figure écologique qui se présente, c'est une tête de parti, c'est une femme. Et en fait, une des premières, si je me trompe pas, à être une tête de parti à se présenter pour les élections présidentielles à ce moment-là, c'était une tête de parti des Verts. C'est Ségolène Royal, au début des années 2000, si je me trompe pas. Et ouais, genre, je sais pas si elle a passé, si elle est allée au second tour, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'était une tête de parti importante et une grande figure politique des Verts à ce moment-là. Ouais. Et du coup, il y a ce, comment dire, mais c'est intéressant que ça soit la même aujourd'hui. Bon, après, encore une fois, bon, c'est beaucoup plus démocratisé, du coup, t'as pas forcément un lien à faire, hein, genre, Ouais. pareil, bon, Marine Le Pen, voilà, point. Mais genre, en soi, t'as plein d'autres, ça c'est démocratisé partout, tu vois. Et c'est sympa de noter que... Peut-être un truc pas un truc des Verts, mais... En soi, vu que c'est plus progressiste, entre guillemets, même si ça devrait pas être du progrès, c'est normal encore une fois, mais genre, c'est normal que ça vienne plus de la gauche en premier, en tout cas, je pense. Mais en soi, comment dire oui, non, mais en soi, je voulais pas faire un lien en disant ça, c'est juste, je voulais mentionner que c'est marrant parce que justement, c'était les Verts. Petit trèfle. Voilà, petit ref, je voulais juste, voilà. Rien à voir du coup. Du coup, on parlait tout à l'heure des idées. Donc, je suis allé regarder sur leur site. Pareil, j'ai survolé un peu, je me suis pas trop plongé dedans. Du coup, les 10 mesures phares qu'ils ont pour les européennes, on va les prendre une par une et on va en parler vite fait. Vas-y. Même si, spoiler, pour une ou deux d'entre elles, on est très d'accord. Pour les autres, je sais pas forcément tout ce que ça veut dire et tout ce que ça implique. Ok. Mais du coup, la première, alors je sais pas si c'est volontairement écrit dans cet ordre, si t'as un ordre de priorité. Je pense. Ouais. Je pense, mais du Enfin, coup, pas forcément de priorité, mais je pense de comment celui par qui rapport à la veut lire le communication truc, et tout. ouais, ça. Ouais, voilà. Du coup, la première, c'est sortir des énergies fossiles par la sobriété et par les énergies renouvelables et nucléaires. Parce que du coup, un truc que dit Jean-Marc Jancovici, c'est que lui, il veut pas sortir du nucléaire, ou du moins pas Maintenant. pas d'un coup et pas maintenant. Du coup, ça, globalement, je pense qu'on est d'accord. Sortir des énergies fossiles, oui, c'est une nécessité. Et par les énergies renouvelables, c'est le truc le plus cohérent qui soit, je pense. Ça, on n'a pas grand-chose à dire dessus, je pense. Ouais, après, il y a un débat, c'est est-ce que le nucléaire, faut l'utiliser comme remplacement, entre guillemets, des énergies fossiles. C'est un débat parce que tu sais, t'as des risques. Ouais. Tu connais quoi. Enfin, tu connais.
y a des risques nucléaires, donc d'explosion, parce que justement les centrales nucléaires, bon, il y a des radiations, voilà, j'ai pas le mot, c'est des radiations de... Comment? Je les grave pas. Tu l'as pas? Non. Putain, radioactive, voilà. Ok, Radiation radioactive. je l'avais pas du tout. Ah ouais? Ah ok, mais en gros... Je pensais pas que tu parlais de ça, c'est pour ça. Mais ouais, mais du coup, t'as des dangers au niveau bon, des personnes qui vivent à côté, ça peut être dangereux. S'il y a un incident, ça peut vite causer des problèmes. Du coup, il y a un débat autour de ça, voilà. Mais bon, c'est... Comment dire? Ça représente comme une solution importante aujourd'hui, surtout que quand tu sais que, genre, je crois que c'est à peu près 90% de l'électricité française provient du nucléaire. Ouais. Et surtout que les énergies renouvelables, c'est ce qui pollue le moins, c'est le plus clean, mais pour autant, tu peux pas produire en grande quantité, en fait. En grande quantité, pardon. Donc en tout cas, c'est un bon intermédiaire pour le moment, en tout cas, c'est ce que dit Jean-Marc Jancovici. Après, voilà. C'est un truc qui est débattable. Je sais que toutes les figures écologiques sont pas forcément d'accord avec ça. Ouais. Il y a du monde pour qui il faudrait sortir le nucléaire, du coup. Ouais, c'est ça. Parce qu'en soi, si tu aller sur du 100% renouvelable. C'est ça, parce qu'en fait, c'est le truc le plus éthique, c'est le truc le plus sain d'exclure nucléaire et fossile. Ouais. Mais c'est peut-être pas le plus efficace. Et c'est peut-être ça. Pas atteignable et cohérent, quoi. À l'instant T, ça peut être compliqué, oui. Okay. Honnêtement, je pense. Okay. Après, je suis qui? Mais voilà. Il y a beaucoup de trucs dans la vie qui se résument à ça. Oui, ça. Du coup, deuxième idée, relocaliser nos productions agricoles et industrielles dans une logique de souveraineté. Je t'en pas, ce mot il me fait un peu peur. Ok, en gros, souveraineté, c'est relatif à l'État, à nous, notre territoire. En gros, c'est relocaliser les productions, c'est en gros faire du local, quoi. C'est ça. Après, c'est assez gaulerie de... Enfin, bon, après, moi, je suis vraiment très d'accord avec ça. Oui, mais moi aussi, du coup, maintenant que je suis sûr de ce que ça veut dire. Et surtout parce que du coup, en faisant ça, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu réduis la pollution par les transports. Okay. Par exemple, quand tu fais produire, quand tu fais venir du poulet du Brésil. Ben, les avions, les bateaux, tout ça. Voilà, tu réduis un peu, tu vois. Donc c'est pas mal. Bah, ouais, ça, et en fait, tu permets comment dire, une industrie, peut-être pas, enfin, en tout cas, une production en circuit plus court, tu vois. Ouais. Et donc, c'est plus intéressant. Plus local, en tout cas. Forcément, tu pollues moins. Après, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que tu te présentes aux élections européennes. Pour le coup, une question de production agricole, blablabla, avec souveraineté, ça va pas trop ensemble. Union européenne et ça, tu vois. Genre, oui, pour le coup, c'est faire vraiment le truc dans l'Europe. Ouais, ça, c'est en Europe, alors que, en tout cas, de ce que je comprends, c'est plus en France. Oui, et en tout cas, et vu que c'est une liste européenne, c'est dans les territoires de chacun. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais pour le coup, dans les élections européennes, c'est un peu plus... C'est pas tabou parce que... C'est compliqué à amener. Ouais, ça, parce qu'en fait, pour l'Union européenne qui veut réduire ou même annuler, qui a réduit et annulé les frais de douane, par exemple, qui facilite vraiment, pour le coup, la transmission et la production entre pays européens. Bon, ça va être complexe d'avoir la majorité avec ça. Après, je pense que c'est pas leur objectif, tu vois, mais c'est... Bon. En tout cas, belle idée. Oui, sur le fond, vraiment. C'est cool de fou. Voilà. Ok. Première idée que j'ai rien compris du tout. Organiser une convention citoyenne pour simplifier les normes européennes. Ok, en gros... Ouais, une convention. En gros... Ok, là, en gros, les normes européennes, en gros, ça veut dire que tu as des normes qui sont issues des institutions européennes, de l'Union européenne, entre autres. Enfin, là, en tout cas, dans ce cas, dans l'espèce, c'est ça, tu vois, c'est vraiment genre les institutions européennes, les normes qui en découlent, c'est-à-dire, genre, comme nous, on a des lois en France, ils ont des directives, par exemple, ils émettent des directives, les institutions européennes, enfin, voilà, bref. Et du coup, en fait, ce qui fait que, dans le cadre national, tu as deux normes, tu as deux types de normes, on va dire, tu as les normes nationales et les normes européennes. Et du coup, vu que tu as un grand débat dans le droit, etc., savoir quelle norme est le plus importante. C'est ça, en gros, c'est ça. C'est très bien dit, en vrai, tu vois. Mais, entre eux, du coup, l'Europe... En fait, c'est pas qui devrait avoir raison, mais parce que dans tous les cas, en fait, la France, vu qu'elle est engagée à l'Union européenne, elle ne peut pas dire t'as pas raison, en vrai, parce que sinon ça crée un gros problème, quand même, tu vois. Elle est obligée de se plier au truc européen. Elle se plie, mais à quel niveau? Tu vois, c'est ça la question, c'est est-ce que
les normes européennes, elles passent avant ou après la loi, tu vois, enfin un truc comme ça, bref. Et du coup, bon, il y a eu une réponse voilà, donnée par la France, mais en gros, c'est qu'on transpose les normes européennes et on les applique selon le droit français un peu, tu vois. Enfin, en gros, c'est, voilà. Et du coup, simplifier, moi en tout cas je le comprends comme ça, c'est simplifier les normes européennes dans le sens où genre uniformiser plus simplement et peut-être plus en accord avec le droit français, les normes européennes. Par une convention citoyenne, ça veut dire que tu fais passer ça par justement les citoyens français. Et même justement, en fait, c'est quand tu vois le point d'avant, c'est vraiment ramener l'Europe au peuple. C'est vraiment, et ça, bon, en France et même dans tous les autres pays d'Europe, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est Stefan Zweig, c'est un auteur du XXe siècle qui disait ça, c'est qu'en fait, l'Europe, ça a jamais été une idée du peuple. Ouais. C'était une idée des élites, en gros. Et si tu veux, c'est très intéressant comme idée, parce que même en Europe, dans l'Union européenne, a proposé un projet de constitution européenne en 2005, en gros. Et qu'est-ce que c'est une constitution? C'est en gros la norme fondamentale, en gros c'est la règle fondamentale d'un État. C'est vraiment le truc essentiel. C'est-à-dire qu'un État a une constitution, c'est obligatoire. C'est la colonne vertébrale du truc, quoi. Vraiment, c'est ça, en gros. C'est la colonne vertébrale juridique d'un État. Et si tu veux, en faisant ça, ça voudrait dire que l'Union européenne, ça devient presque un État, en fait. Ouais, ça devient un truc unifié. C'est ça. Et en fait, sur une réforme européenne comme ça, tu dois faire un référendum dans chaque peuple des États européens. En France, il y a eu, je crois, c'était un flop monumental. Flop monumental parce que personne n'était OK. Personne n'était OK et je crois que personne n'avait quelque chose à foutre, surtout. Et du coup, justement, cette idée de ramener justement l'Europe au peuple, c'est assez intéressant. Est-ce que l'Europe essaie de faire, mais le fait que... l'Europe essaie de le faire par différentes réformes ces dernières années, bon, ça marche plus ou moins et même les mécanismes de mise en pratique sont plus compliqués et même c'est super sympa en théorie, mais en vrai, en pratique, ça marche pas beaucoup. Ouais. Mais là, justement, tu vois cette idée-là de ramener ça plus au peuple et au local. Et c'est assez intéressant, en vrai. Tu vois, s'il y a une certaine cohérence, bon, après, je peux les autres idées, mais là, tu as une cohérence, en vrai, c'est assez intéressant. Okay. Et du coup, de ramener le fait que c'est les citoyens qui vont justement, pas décider, mais qui vont aborder les normes européennes, voire simplifier, etc., tu vois, c'est justement, ça participe à ça, tu vois. Ok. Donc, globalement, c'est cool. Ouais, après, encore, d'ailleurs, je vais préciser un truc, c'est que, pareil, moi, ce que je dis, ça n'implique que moi, c'est forcément, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais j'ai des biais politiques de fou. Enfin, genre, ça s'est vu, je pense, mais genre... sur l'écologie, tout ça. Sur l'écologie, et même sur ce que je dis sur les partis, etc., bon, j'ai des biais politiques, ce que je présente, c'est pas du tout objectif, même si j'essaie de faire le mieux possible. Je fais transparaître forcément mes idées politiques. Mais du coup, voilà. Petit disclaimer comme ça. Ensuite, ça on va être très d'accord, développer massivement le train et le rendre plus accessible que l'avion. Alors là, frère, alors là. Non, parce que même là, carrément, je regardais les billets d'avion là récemment. Comment je vais à Barcelone en avion, c'est moins cher que le train. Oui, vraiment. Sachant que on est à Toulouse. Normalement, tous ceux qui nous regardent sont à Toulouse. Mais, sauf si je touche d'autres personnes, ce sera quoi. Bref. Oui, on est à Toulouse, il y a... Je vais dire une dinguerie, mais il y a quoi? Il y a 400 km? Ouais, un truc comme ça, mais même en soi, genre... Ouais, tranquille. Même en vrai de vrai, Toulouse et Barcelone, historiquement, c'est un lien très fort, déjà. Oui. Faites une ligne de train, même pas forcément, mais simplifiez le truc. Comment ça, on paye 100 balles? Même en vrai de vrai, Toulouse-Paris, tu payes combien? Tu payes très cher. Tu payes... C'est plus intéressant d'y aller en avion? Il y a pas longtemps, j'ai payé... Je suis pas du tout allé il y a pas longtemps. J'ai regardé pour y aller il y a pas longtemps. Ouais, c'est genre 90 balles, peut-être, comme ça. Et même en soi, comment, genre... En train, on parle. Ça, oui. Et alors que tu regardes sur Google Flight, t'as des avions tous les week-ends où tu payes peut-être 50 balles aussi, comment ça, je paye 15 balles pour aller à Marrakech et je paye 100 balles pour aller et je paye 50 balles pour aller à Paris. Ouais. En vrai. Oui. Voilà. Mais oui, bon, ça c'est pas du tout, c'est juste ton seum. Mais rien à voir du coup. Voilà, mais développer le train, c'est une bonne idée. C'est très intéressant et même en fait, parce qu'en fait, si tu veux, la SNCF, c'est un truc qui est rattaché à l'État. C'est ce qu'on appelle, bon, je vais faire un truc de droit, mais en gros, c'est un SPIC, c'est un service public. Donc, c'est rajouté. T'inquiète, panique. Service public, en gros, c'est rattaché à l'État. Ouais. Et ça a un but industriel et commercial.
Donc c'est pour générer du bénéfice et même c'est répondre à une demande commerciale, répondre à une demande commerciale et industrielle française en gros, si vous voulez. Et en gros, ça répond à des règles, comment dire, c'est pas l'État et sa toute-puissance qui va régler ça, quoi. Ça répond vraiment à des règles d'entreprise, en fait, si vous voulez. Et donc, justement, je sais pas ce que tu cherches. T'inquiète, c'est pour après. Ok, ça va. J'ai retrouvé une ref que je suis content d'avoir retrouvée. T'es très chaud. Mais du coup, en gros, la SNCF, c'est rattaché à l'État. Et du coup, ils ont le monopole sur le train. C'est-à-dire, t'as pas d'autres... T'as pas d'entreprise qui peut gérer ça, tu vois. Et en fait, ça pose problème parce que du coup, il n'y a pas de mise en concurrence des prix. Ce qui fait qu'ils mettent le prix qu'ils veulent, globalement, en fait. Alors que pour les avions, ben non, il y a une concurrence de fou. Ça fait qu'ils sont obligés de baisser les prix, de proposer différents services, etc. Bon, ça, c'est bon et c'est mauvais point, ce système-là. Mais pour le coup, dans ce cas-là, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence au niveau des trains, ben, ça pose problème parce que du coup, la SNCF n'a pas à s'inquiéter que le service soit mauvais. Je vais dire les termes pour le coup. Tranquille. Presque tous les niveaux, ça galère pas mal. Et en vrai, c'est dommage parce que pour le coup, c'est un moyen de transport ultra utile et local qui est vraiment, c'est écologique, et économique. C'est tellement... Ça a coupé. Les frères. Bon, on est de retour. Donc on disait que c'est très important que le train soit moins cher que l'avion. Exactement. En gros. Je reprends mes notes. Donc ensuite il y a quand même... Enfin, il y a d'autres... T'avais pas une petite vidéo à montrer C'est vrai. Je voulais parler de quelque chose. Donc toujours sur le train. C'est une vidéo que je vous conseille qui s'appelle « Pourquoi le train est devenu si cher ?» de la chaîne Pigé. Et c'est un peu ce que tu décris là dans mes souvenirs. C'est déjà le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, le fait qu'ils sont quand même à but lucratif, donc ils veulent faire de l'oseille, et aussi le développement du yield management ou du revenu management. En gros, je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. En gros, moi je le vois en restauration du coup, mais c'est le fait d'optimiser le remplissage et la variation des prix par rapport à l'offre et la demande. En gros, c'est la raison pour laquelle sur des Paris-Toulouse qui sont ultra demandés à telle période de la semaine, par exemple le vendredi soir, ça va être beaucoup plus cher que le mardi soir. Tu vois. C'est le fait en gros d'adapter tes prix pour faire le plus d'oseille possible. Et cette démarche-là, elle fait que du coup ça devient méga cher parce que les moments où toi tu vas prendre le train, c'est les moments où tout le monde va prendre le train parce que c'est là où il y a le plus de demandes. Et du coup, c'est là où les prix sont augmentés. Et ils en parlent super bien dans cette vidéo qui dure 10 minutes. Donc je vous la conseille. Pareil, je vous la mettrai en description ou au montage ou quoi. Sur la chaîne Pigé, pourquoi le train est devenu si cher. Voilà. Donc ensuite, pour reprendre du coup les thèmes que veulent aborder le parti Equinox, on a d'autres trucs au niveau écologique, donc d'atteindre les objectifs climatiques via un système de quota carbone individuel équitable. Ça, pareil, c'est un truc dont Jean-Marc Jancovici parle beaucoup. De, en gros, pas attendre que les grandes industries et les dirigeants ils fassent les choses, et que dans tous les cas, il faut appliquer quelque chose à tout le monde, tant aux individuels qu'aux grandes industries. Et ensuite, ce qui va, selon moi, un peu de pair avec relocaliser les productions agricoles et industrielles dans une logique de souveraineté. Il y a réformer la politique agricole pour soutenir davantage les pratiques agroécologiques. Faut savoir que la politique agricole commune, c'est un truc qui date, c'est un des trucs fondateurs de l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est en gros vraiment, comment dire, ça posait problème quand même au niveau de l'adoption au moment où ça a été adopté, mais c'est vraiment un des exemples d'une union commerciale un peu. Enfin, pas commerciale, mais une union du commerce, de l'échange économique, tu vois. Par le biais économique, par le biais agricole, pardon. Et voilà. Donc le but, c'est aussi de rendre plus écologique ces pratiques-là, du coup. Ouais, ça. En vrai, ça va, comme tu l'as dit, ça va de pair avec
changer, retrouver un côté local avec l'agriculture, là dans ce cas-là, mais plus globalement, quoi. Et du coup, après, il y a donc une partie sur consolider les défenses européennes dans une optique de résilience. Est-ce qu'on entend par là fermer les frontières, plus ou moins? Non, je pense pas. En vrai, ça m'étonnerait qu'ils disent de fermer les frontières des États en soi. Sachant qu'il y a un autre point qui est anticiper les flux migratoires entraînés par le dérèglement climatique et accueillir avec dignité et responsabilité. Bah, ouais, pardon, vas-y, continue. Sur ça, en gros, il disait, en regardant sur le site, quoi, il disait qu'il voulait créer un statut particulier pour réguler en gros les flux migratoires liés spécifiquement au changement climatique et du coup de créer un statut de migration climatique en gros et pour organiser, pour définir en gros les droits et organiser des trucs d'aide au relogement, travail, tout ça. Bon, moi je trouve ça, c'est une bonne idée, je trouve, enfin c'est une bonne idée. Pareil, je suis qui toujours, hein, mais non, en vrai, c'est intéressant, mais après, pour le coup, c'est un peu dommage de. Comment dire? Après, je pense que c'est juste une proposition. Peut-être que c'est une des propositions majeures. Je connais pas leur avis sur l'immigration en général, etc. Mais pour moi, c'est dommage de. Tu sais, genre, j'ai l'impression qu'il y a un truc à deux vitesses. Tu sais, genre en mode. Si t'es immigré pour cause climatique, tu vas être accepté avec, comme ils disent, dignité, responsabilité, avec de nouveaux droits, etc. Ouais. Par contre, si t'es issu d'un pays en guerre, force à toi, quoi. Ouais. Bon, après, c'est ce qu'il dit pas, tu vois. Moi, je vois le silence parce que c'était pas dans les grandes mesures. Mais en soi, sans doute qu'ils doivent en parler. Ils doivent aborder ce sujet-là, qu'ils ont des avis. Enfin, en soi. Traiter ça pour l'immigration écologique et climatique, en soi, moi je trouve ça logique qu'ils traitent de la même manière les problèmes d'immigration en guerre. Donc en vrai, là j'en sais rien, tu vois. Mais... Après, c'est bizarre que du coup, le truc, c'est quand même nos mesures phares pour les européennes, ils parlent de l'immigration, mais juste du coup sur la partie liée au dérèglement climatique. En tout, c'est leur créneau. Ils parlent pas, oui, c'est leur créneau, mais du coup, ils parlent pas des flux migratoires. Après, en soi, le truc, c'est que. Je capte. Mais en soi, vu que c'est leur créneau, il y a aussi par rapport au fait clivage droite-gauche, s'ils disent ça pour à peu près toute l'immigration, même si c'est ce qu'ils pensent, ils vont perdre des électeurs à droite, tu vois. Après, pour le coup, parce que du coup, là, tu rattaches au biais climatique. Le biais climatique peut être un moyen de rallier un peu tout le monde, tu vois. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure. Après, en soi... oui, voilà. Après, moi, c'est ce que je dis, ce truc à deux vitesses là. Bon, c'est juste qu'ils le disent pas. En soi, je pense sincèrement que oui, dans leur tête et même dans leurs propositions, ils sont pour une immigration plus responsabilisée comme ils le mettent là. Ouais. Et ensuite, du coup, il y a deux derniers points, dont le dernier qui est très intéressant. Du coup, il y a un dernier truc sur créer une taxe sur les transactions financières pour lutter contre la spéculation. Là, je pense que c'est juste. Il y a un moment, je savais ce que ça voulait dire, là, je comprends. Bah non, mais en gros, c'est de ce que je comprends moi sur les transactions financières, tout ce qui est en gros les traders, la crypto-monnaie, tout ça, qui font de l'argent sur les spéculations et sur, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, mais ceux qui spéculent sur les monnaies, par exemple, ou sur le cours de l'or ou des trucs comme ça, de créer une taxe sur tout ça pour limiter en fait la spéculation. Voilà, ça. Bah, oui, parce que c'est la spéculation qui cause ça cause des crises de fou. Exactement. Et ensuite, tout dernier point, encadrer plus strictement les plateformes numériques, réguler l'intelligence artificielle et réhumaniser les démarches de la vie courante. Ça, c'est génial. Ça, c'est cool par contre. Du coup, les plateformes numériques, ils parlent des réseaux sociaux, je pense. Et pas que, mais des réseaux sociaux. Entre autres, ouais. Le rapport à l'écran, sans doute, je pense. Ouais, de manière générale, le rapport à l'écran. Parce que du coup, il y a aussi l'intelligence artificielle. Et les démarches de la vie courante, on peut imaginer que ce serait peut-être des démarches administratives, tout ça. Ouais, oui. Et même en soi, je pense que... Administratives, mais même en soi, il faut voir comment les plateformes numériques ont vraiment envahi, c'est un peu péjoratif. Sont ultra démocratisées. Sont très présentes dans notre quotidien et je pense qu'on s'en rend même plus trop compte. Et donc, réhumanisation de la démarche de la vie courante, oui, ben ça, c'est en soi même, par exemple, tu as des caisses automatiques où tu vas avoir un caissier, par exemple, en soi. Et c'est rendre plus humain le contact humain plutôt que juste, tu sais, genre, pas, comment dire,
genre, comme première solution, c'est le numérique, tu vois. C'est dommage, genre, comment dire, les enfants qui grandissent aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas ce rapport-là, ils comprennent pas forcément que, ben, ouais, genre, enfin, une communauté humaine avant tout, tu vois, et après, il y a le numérique, c'est un outil qui permet de faciliter, qui est utile, tu vois. C'est pour ça que du coup, il parle de l'encadrer, plus que... Enfin, il parle pas de le supprimer, il parle de l'encadrer pour réhumaniser, donc il parle pas de le bannir ou que ce soit. Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est un outil Après, dans tous les cas, je pense qu'on est tellement avancé dans ces technologies-là que dans tous les cas, tu peux pas le bannir. C'est tellement utile, ça fait tellement de progrès, le tout c'est juste de effectivement l'encadrer parce que ça a des points négatifs, mais en soi, oui, reculer, revenir en arrière et tout annuler, c'est impossible parce que tout le système passe par ça en soi. Donc, ouais, en vrai, je trouve ça très intéressant. Après, à voir comment ils le font. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, c'est un truc, c'est un débat. Et je pense être un sujet d'actualité qui est très complexe en soi. Encore plus que le numérique. En soi, bon, le numérique, tu peux voir comment ça peut être encadré. L'intelligence artificielle, mais en fait, c'est la prolongation, c'est le bras prolongé du numérique. En fait. C'est-à-dire que c'est l'étape d'après qu'on n'a pas encore, enfin qu'on est en train d'atteindre. Et donc voir comment on la gère. Parce que comment on a géré, maintenant on revient après coup sur le numérique. Mais comment on gère une nouvelle matière, tu vois, un nouveau truc. En vrai, ça c'est intéressant. Après, ouais, à voir comment ça se fait. Comment ils vont s'y prendre, Si je voulais dire aussi, on a pris quand même pas mal parti dans tout ce qu'on a dit. Là, je parle de Equinox. Genre, pour le coup, zéro prise de parti politique. Je connaissais pas, je l'ai découvert il y a 3 jours. J'en parle pas pour en faire la promotion. C'est juste que je connaissais Jean-Marc Jancovici. Comme les 664 000 autres personnes qui l'ont vu, ça a capté mon attention, le truc de on prend ses idées en politique. Maintenant, c'est un sujet d'actualité. Voilà, pour le coup, on est pour personne ou quoi, je voulais juste en parler parce que je trouve ça intéressant et que peut-être avoir une vision en sachant que c'est du coup lui un ingénieur et que les personnes qui ont monté ce parti sont des ingénieurs, avoir une vision un petit peu plus scientifique peut-être de la politique, ça peut être un truc intéressant aussi. N'y voyez aucune prise de parti ou quoi, malgré il y a des moments où on a un peu donné notre avis, on laisse transparaître des biais, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, pour le coup, je fais la promotion de personnes, je suis pas pour eux. Voilà, c'était juste... Exactement, on est neutre. Voilà, c'était juste pour en débattre. Écoute, j'ai abordé tous les sujets que j'avais prévu d'aborder. Nickel. Dernière petite question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Écoute, on part ensemble au Chili. Oui, enfin, ensemble, pas exactement ensemble, mais dans un autre, dans des délais décalés. Voilà. Donc, on sera ensemble au Chili. Exactement. Donc, tu peux me souhaiter 2 choses. Si je suis un peu gourmand, tu me dis. Hein, vas-y. Déjà, de passer le temps qui me reste en France en voyant les gens que j'ai envie de voir et que ça se passe bien. Ça, tu devrais y arriver, normalement. Voilà. Et ensuite, qu'on commence bien notre aventure au Chili. Voilà, c'est tout ce que tu peux me souhaiter. Ça arrive bientôt. Soyez présents, les frères. Vous serez évidemment présents, logique. Il y aura forcément des vidéos, des vlogs, des podcasts là-bas peut-être. Que sais-je ? J'ai plein de apprendre l'espagnol, c'est tout ce que j'ai à dire, les frères. J'ai plein de projets, à voir comment ça se réalise tout ça. Écoute, un gros merci pour avoir participé à ce premier épisode. Ce fut un plaisir. Tu reviendras sans doute. Avec plaisir, dans les futurs épisodes. Et on se dit à bientôt. Vas-y, à bientôt. Hein. Salut l'équipe.